Donc, on va faire une petite introduction sur l'agilité organisationnelle. Qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? D'abord, pour parler d'agilité organisationnelle, on doit d'abord parler de transformation. Il n'y a personne qui se transforme par plaisir. J'ai jamais vu quelqu'un, ni même un animal, se transformer par pur plaisir. Ou alors c'est extrêmement rare. Soit c'est une démarche personnelle, parce qu'on est curieux, parce qu'on a envie d'avancer. Mais dans la grande majorité des cas, la transformation, il y a quelqu'un qui nous a poussé à le faire, ou il y a quelque chose qui nous a poussé à le faire. L'expérience en fait qu'on a en termes de transformation, on va parler bien entendu de changement. Première expérience qu'on a du changement, c'est quand on est sorti du ventre de notre mère, et c'est une expérience qui est douloureuse. Première chose qu'on a fait, c'est quoi? On a hurlé. tellement ça faisait mal. Sentir l'oxygène arriver dans ses poumons, c'est probablement une chose qu'on pourrait pas tenir en tant qu'adulte avec un cerveau développé. Donc inconsciemment, en fait, notre expérience du changement nous dit que ça va être douloureux. Et puis en réalité, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on ne va pas se raconter des histoires. Si je ne ressens pas au minimum un malaise face à un changement, et quand je suis dans ce changement, c'est qu'en fait je ne suis pas en train de changer. Donc voilà, je suis face à de l'inconnu. Donc il y a toujours ce sentiment, même si j'aime le changement, même si je suis dans ce mouvement, j'ai toujours un peu une appréhension, un peu comme un enfant qui a envie de sauter pour la première fois dans la piscine sans bouée là, et qui se dit bon, l'eau va être froide et est-ce que je vais être capable de remonter à la surface? Je sais pas, mais j'ai envie de le faire, donc je vais le faire. Donc il y a ça, il y a ce côté un petit peu ambigu qu'on a tous en fait vis-à-vis du changement et de la transformation. Aujourd'hui, les entreprises en fait elles doivent se transformer. Pourquoi est-ce qu'elles doivent se transformer? Parce qu'elles sont face en fait à un phénomène qui a démarré il y a déjà plusieurs décennies, mais qui s'accélère aujourd'hui, qui est l'arrivée, ou en tout cas l'arrivée massive des nouvelles technologies dans nos vies, qui ont eu un impact sur nos comportements et sur nos attentes. Aujourd'hui, une entreprise doit s'adapter en fait à la demande de son marché. Elle a toujours dû s'adapter. La grande différence, c'est que le consommateur, les employés ont des attentes spécifiques sur non seulement la façon d'interagir avec l'entreprise, mais également sur la façon dont je vais utiliser en fait les services que vous me proposez. Moi, ça fait très longtemps, je ne sais pas vous, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas pris mon téléphone pour appeler un taxi. Ça fait combien de temps que je ne suis pas rentré dans une agence de voyage pour commander un billet d'avion? Donc voilà, tout ça sont des changements en fait de comportement qui ont un impact en fait sur l'activité d'une entreprise, et donc il y a eu un impact en fait sociologique au niveau comportemental, qui ont un impact économique sur des marchés entiers, qui ont un impact politique parce que moi, société de taxi, je vais me retourner contre le gouvernement, en tout cas la ville, qui me demande beaucoup d'argent pour ma licence, puis ma licence, elle vaut plus grand-chose. Qui a finalement un impact sur la culture. Donc une fois qu'on a atteint cet impact, c'est-à-dire qu'une fois que ces comportements en fait ont atteint nos croyances profondes, on a atteint en fait le palier de la culture, qui fait que cette onde de choc en fait va revenir dans l'autre sens, et tout ce qui n'aura pas été adapté va disparaître. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu l'environnement de transformation des entreprises. Et une des conséquences de cette, ce qu'on appelle la globalisation, en tout cas, moi ce que j'appelle la réduction de la taille du monde, grâce notamment à l'Internet, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas si différents de ça les uns les autres. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais c'est aussi une mauvaise nouvelle pour les entreprises qui se disent on doit absolument se différencier. Donc ce que je suis en train de raconter là, il y a des milliers de gens à travers le monde qui sont en train de faire probablement la même chose au même moment. Et aujourd'hui, on le voit assez facilement. Il suffit d'aller sur Internet pour se brancher sur des live streams de gens qui parlent à travers le monde de sujets similaires.
Donc voilà, donc on a ce contexte en fait de transformation, une transformation qui aurait tendance peut-être à s'accélérer. Ça dépend des marchés, on n'est pas trop sûr de cette notion de vitesse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on parle d'un environnement volatile, incertain, complexe et ambigu, qui fait que on est dans cette complexité en fait permanente. La transformation, alors ce qu'on sait également depuis quand même pas mal d'années, c'est que dans les processus de transformation, ce qui fonctionne plutôt bien, c'est tout ce qui est tangible. Les processus, on sait modifier des processus. Donc tout ce qui est technologie, on sait ce que ça fait la technologie, on sait que ça avance, mais ça a été codé par des hommes, donc on maîtrise en fait la technologie, on maîtrise les processus. Là où les échecs en fait arrivent en transformation, c'est au niveau de l'humain. Hein, c'est là où 70% des échecs sont enregistrés, c'est parce que l'humain a pas voulu y aller. Hein, il a fait en sorte de saboter en fait la transformation. Pour des très bonnes raisons en fait, qui lui sont propres. Donc, dans cette complexité, on va parler en fait d'agilité, parce que l'agilité, on va le présenter comme la réponse en fait efficace, efficiente face à de la complexité. Si vous êtes dans une entreprise qui est sur un marché en fait extrêmement différencié où il est très difficile de rentrer, vous n'avez probablement pas tellement besoin d'agilité. Okay ? Pourquoi ? Parce que vous avez peu de concurrents et si vous n'avez pas de concurrents, vous avez peu de pression et puis le client il n'a pas trop le choix. Je vais prendre un exemple parce qu'en fait on pense que des marchés comme ça n'existent pas, mais en fait ça existe. Je vais prendre l'exemple des aéroports. Okay ? Demain, vous voulez créer un aéroport. Est-ce que c'est un marché facile dans lequel je vais rentrer ? Non. Est-ce que les entreprises en fait, qui participent à l'activité d'un aéroport fonctionnent de manière agile ? Mais alors pas du tout. Quand je dis pas du tout, c'est que le voyage client, le customer journey, ce qu'on appelle, c'est même pas un sujet. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui qui sont en train d'essayer de se battre pour faire comprendre aux aéroports que c'est intéressant en fait de s'intéresser au parcours en fait du voyageur, parce que nous, quand on arrive dans un aéroport, pour nous c'est une entité à part entière, et puis la compagnie aérienne, l'infrastructure, l'enregistrement, etc. Pour nous, ça fait partie de la même expérience. Et des fois, ça ne se passe pas très bien. Donc il y a certains aéroports qui ont compris ça, mais la grande majorité aujourd'hui, ils ne sont pas là. Donc les réalités sont très différentes d'un marché à l'autre, mais globalement, quand même, ce qu'on constate, c'est que la plupart des marchés aujourd'hui sont impactés par ces transformations. D'où le sujet de l'agilité, démarré donc dans les années, on va dire, 90, donc on sait que ça vient du développement logiciel. Milieu des années 90, deux personnes commencent à coder un système de développement un petit peu différent. Parce qu'ils aimaient leur métier, et puis le constat, c'est qu'il y avait quand même 70% d'échecs en développement informatique. Donc ils se sont dit, bon, comment est-ce qu'on peut inverser cette tendance ? Ils ont commencé à coder le Scrum en 95, et puis en 2001, avec d'autres personnes, ils ont créé le manifeste Agile, qui a posé en fait un certain nombre de valeurs, de principes, de fonctionnement, en partant donc du développement logiciel. En 2006-2007, il y a des gens dans le domaine du management, de la gestion, qui sont intéressés en fait à ce phénomène-là. Parce qu'ils ont vu d'abord que les résultats avaient été significatifs. C'est-à-dire que depuis 2001, on a inversé en fait la logique d'échec en informatique, c'est-à-dire qu'on est passé de 70 à 30%. Donc on a réduit considérablement en fait le taux d'échec en informatique. Très bien. Donc ils se sont dit, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans pour penser à d'autres façons de faire pour piloter, organiser en fait une entreprise. Ce sujet-là, en fait, c'est justement la notion de l'agile. C'est-à-dire qu'en repartant de l'informatique, on s'est rendu compte que l'agilité, finalement, ça s'appuyait sur 3 piliers. Quel que soit le domaine dans lequel on va l'appliquer, que ce soit en développement logiciel, en bâtiment, en leadership, etc.
Les 3 piliers, c'est d'abord renforcer le sens. Donc on travaille d'abord sur le sens et on va souvent se poser la question du pourquoi. Deuxième pilier, c'est l'anticipation. C'est-à-dire que dans un environnement qui bouge fréquemment, c'est un petit peu comme rouler en voiture et puis rentrer dans une nappe de brouillard. Il faut qu'on anticipe davantage qu'est-ce qui peut arriver devant nous. Et enfin, le troisième pilier, c'est la collaboration, c'est-à-dire justement notre capacité à travailler ensemble pour résoudre des problèmes complexes ou tout simplement comprendre déjà qu'est-ce qui se passe. Parce que souvent l'environnement est suffisamment complexe pour se mettre à plusieurs à avoir une lecture en fait correcte de cet environnement. Les bénéfices en fait qu'on va aller chercher en agile, c'est ce que vous avez au centre en fait de cette diapo, c'est d'abord la création de valeur. Alors dans la réalité des entreprises aujourd'hui, moi ce qu'on me dit, ce qu'on me demande, c'est pas tellement ça en fait. On me parle souvent de rapidité. Pourquoi ? Parce que les entreprises et puis les grandes entreprises, les grandes organisations ont ce problème en fait de rapidité. Le système est un peu bloqué. Donc ce qu'on visualise en fait assez vite, c'est on aimerait en fait pouvoir aller plus vite parce qu'on a le sentiment que le marché est en train de nous dépasser. Alors qu'en réalité, le premier bénéfice, c'est pas en effet la rapidité, c'est d'abord la création de valeur. Parce que aller vite dans le mauvais sens, c'est pas forcément créer de la valeur. La notion de vélocité, qui est une notion qu'on utilise en agilité, mais qui en réalité est une notion qui vient de la physique, c'est aller vite dans le bon sens. Si je vais vite, 2 pas en avant, 2 pas en arrière, j'ai pas bougé, ma vélocité est à 0, mais ma vitesse a été excellente. Donc c'est ça, coût-efficacité, satisfaction totale, ça c'est important. On parle beaucoup de mettre le client au centre. Oui, il faut mettre le client au centre de l'organisation, mais on va également tâcher d'élargir ce cercle-là, c'est-à-dire que ce qu'on met au centre, c'est la satisfaction des parties prenantes. Les employés font partie des parties prenantes. Des employés qui aiment ce qu'ils font, qui ont du plaisir à faire ce qu'ils font, vont être beaucoup plus performants et donc vont livrer des résultats beaucoup plus rapidement que des employés qui ne se sentent pas en fait engagés dans le processus de transformation ou dans le processus de réalisation de l'activité de l'entreprise. Donc, comment est-ce qu'on définit en fait une entreprise agile ? Moi, je vais paraphraser en fait les mots de Jérôme Barran, qui est un agiliste organisationnel qui travaille sur le comportemental, en une phrase très, très simple, qui est de dire en fait que l'agilité, c'est un groupe de personnes qui anticipent et qui s'adaptent constamment aux changements de l'environnement pour atteindre un but commun dont le sens est partagé. Donc, on retrouve la notion de sens, on retrouve la notion d'avoir un but commun. Tout le monde adhère à cet objectif et d'anticiper en fait et de s'adapter en permanence à ces changements. Alors en une image, pour moi en fait, l'entreprise agile, c'est ça. C'est-à-dire, c'est un groupe d'individus, d'humains, là en l'occurrence c'est des poissons, qui vont adopter en fait des formes spécifiques, qui vont changer en fonction de la nature de l'environnement pour être performants dans cet environnement. Donc j'aime bien l'image de Nemo, parce qu'à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, mais à un moment donné, il y a les poissons qui prennent des formes différentes pour justement montrer la direction en fait, où Dory en l'occurrence doit se rendre pour trouver son camarade. Donc ça c'était pour cadrer un petit peu la notion d'agilité. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on parle d'agilité organisationnelle ? Les entreprises aujourd'hui, on sait que le logiciel est pas mal au centre quand même de toutes les entreprises aujourd'hui. Donc on a commencé à agiliser le développement de logiciels. Ça donne des résultats formidables. Et maintenant, tout le monde, tous les agilistes à travers le monde sont confrontés tous au même problème. C'est on n'arrive pas à parler à la business. On a un plafond de verre au-dessus de nous. On n'arrive pas en fait à dialoguer avec les gens d'affaires. On n'arrive pas à agiliser en fait le reste de l'organisation. Pourquoi ? Parce que on ne peut pas prendre du Scrum, du Kanban, du Safe ou du Lace pour agiliser une organisation.
ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été fait pour ça. Ce sont des process, ça marche très très bien dans l'environnement pour lequel ils ont été créés, mais ça ne sert pas, on ne peut pas agiliser une entreprise en mettant du Scrum partout dans les opérations. Il y a plein de gens qui ont essayé, puis il y a plein de gens qui ont arrêté, parce que c'est juste que ça ne marche pas. Donc, c'est là où la notion d'agilité organisationnelle va rentrer en fait en ligne de compte. Comment est-ce qu'on va définir l'agilité organisationnelle? Alors, on peut l'appeler différemment. Il y a des gens qui parlent d'agilité d'entreprise ou différents termes que vous pourrez entendre. La notion d'agilité organisationnelle, c'est tout simplement agiliser l'ensemble de l'organisation. Pour arriver à réaliser en fait nos mouvements, parce qu'en fait l'agilité c'est juste une série de mouvements, comment est-ce qu'on va pouvoir se synchroniser, bien fonctionner ensemble? Il y a 3 grands domaines sur lesquels en fait on va travailler, 3 cordes qu'il va falloir activer pour arriver en fait à commencer à agiliser une organisation. Parce que l'agilité, c'est pas je suis agile ou je suis pas agile. C'est une progression. C'est un peu comme poser la question de la performance. Est-ce que votre entreprise est performante? Est-ce que votre entreprise est agile? C'est le même type de question. Ça dépend. Enfin, d'abord, de quoi est-ce qu'on a besoin? C'est quoi la notion de performance chez nous? Et puis, c'est quoi le niveau d'agilité qu'on veut rencontrer? Donc, il y a trois grands domaines. Puis, faut les voir vraiment comme des facettes, en fait. Ce sont des facettes différentes de lecture d'une organisation. D'abord, l'objectif tangible, c'est d'exécuter de manière agile une organisation. Donc l'agilité d'exécution, c'est-à-dire la mise en œuvre, le fait de pouvoir bouger de manière agile dans une organisation, on va la définir comme la capacité à livrer plus de valeur dans les projets et les opérations, plus rapidement et au coût le plus bas possible. Donc il y a 2 domaines très différents là-dedans, dans l'exécution. Il y a les projets d'un côté, puis il y a les opérations de l'autre. Quand on est sur les projets, c'est extrêmement bien documenté l'agilité. On a des processus, on a des méthodes, on a plein d'outils. Il y en a pour tout le monde, pour tous les environnements ou presque. Par contre, lorsqu'on parle d'agiliser les opérations, il n'y a plus rien, ou quasiment. On est face en fait à un désert parce qu'en réalité, il y a très peu d'outils et puis il n'y a pas réellement de méthode applicable dans le sens où c'est plus un process, puisque là on rentre dans les process d'une entreprise, d'une organisation. Donc la question c'est plus quel process je vais appliquer, c'est comment je vais pouvoir agiliser un process existant. Donc pour arriver à faire ça, utilité de travailler en particulier sur les 2 autres facettes, qui sont d'abord la culture, c'est-à-dire le leadership, qu'on va définir comme la capacité à appliquer les bons comportements, bons modes d'action, avec le bon état d'esprit, au bon moment, donc pour être aligné avec son environnement qui bouge en permanence. Donc comment est-ce qu'on rentre dans cette culture en fait, de mouvement régulier pour s'ajuster en permanence avec un environnement qui bouge? Et enfin, la 3e facette, c'est l'agilité de la stratégie, c'est-à-dire la direction. C'est quoi la capacité de l'organisation à changer de direction et de réallouer en fait, les ressources de l'entreprise rapidement afin de saisir les bonnes opportunités au bon moment. Donc comment je fais pour, tiens, j'ai un plan stratégique à 3 ans, voire même à 12 mois, avec un plan d'action qui me dit, voilà tout ce qu'on va faire cette année. Et puis, au bout de 3 semaines, une fois que le plan stratégique est validé par le board, on dit, non, en fait, on met tout à la poubelle et on fait autre chose, parce qu'il s'est passé quelque chose. Donc ça, c'est un peu la dernière frontière de l'agilité, parce que ça va toucher en fait à des processus décisionnels qui vont se passer souvent entre la direction et les actionnaires. Donc ça devient un peu plus complexe. Exemple en fait d'agilisation. C'est quoi les entreprises agiles? Alors on pense souvent aux GAFA, là, ou Google, Amazon, Facebook, Apple de ce monde et autres. Alors ça, c'est les entreprises qui ont démarré en fait dans des logiques d'innovation avec des leaders qui sont dans des logiques d'innovation. Donc c'est pas forcément les bons exemples en fait que j'ai envie de citer. Moi, je vais vous parler de 2 exemples. Un premier exemple, IBM. Entreprise où a priori, est-ce que c'est agile IBM? C'est une entreprise de 100 ans. Et quand on voit en fait le parcours
de cette entreprise. Alors, on peut regarder, vous pouvez rechercher sur Internet, googler, vous allez trouver des timelines de l'histoire d'IBM qui vont être très marquées par les avancées, les pivots technologiques en fait qu'ils ont réalisés. Il ne faut pas oublier que tous ces pivots technologiques ont été créés par qui? Par les humains. Donc le développement d'IBM, la transformation d'IBM depuis plus de 100 ans, ce n'est pas seulement une transformation technologique, c'est une transformation humaine. Et il y a des belles vidéos sur YouTube avec des témoignages d'employés d'IBM qui expliquent justement un petit peu ce qu'ils ont vécu là-dedans. Un autre exemple d'entreprise agile, alors là je vais prendre un cas un peu extrême, c'est une entreprise en fait qui est basée au Vietnam, qui est une entreprise autogérée. C'est quoi une entreprise autogérée? C'est un petit peu le stade ultime de l'entreprise agile. C'est une entreprise où il n'y a plus de patron, il n'y a plus de gestionnaire, il n'y a plus de RH, il n'y a plus de vendeurs. C'est une entreprise en fait où les employés ont défini ensemble 5 valeurs. Et ces valeurs en fait guident l'ensemble de leurs activités, y compris un client qui vient cogner à leur porte pour faire un développement logiciel avec eux, parce que c'est leur activité de départ. Le projet arrive, il est proposé en fait aux employés, et les employés vont s'auto-former une équipe pour répondre à la demande du client ou pas. Parce que si la demande ne fait pas de sens pour l'entreprise, il y en a un qui retourne auprès de la personne en disant écoute, désolé, il n'y a personne qui veut faire ce job pour toi ici, donc va voir ailleurs, parce que nous, c'est pas dans nos valeurs en fait, on voit pas le sens en fait de ce que tu veux faire. Donc voilà un petit peu pour donner quelques exemples en fait d'organisation agile, sachant qu'à Montréal aussi, il y a des entreprises de plus en plus d'ailleurs qui inscrivent l'agilité dans leurs valeurs. Alors après, la réalité forcément est très très différente d'une entreprise à l'autre, mais ça montre en fait l'intérêt du sujet aujourd'hui. On est beaucoup en essai-erreur, en recherche pour voir comment, de manière très pratique, on arrive à mettre en mouvement les organisations. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu on va dire une présentation cadre du sujet. Les outils de l'agilité, rapidement, il y en a que 2. C'est la conversation et le développement de la conscience. C'est-à-dire, tiens, je suis une expérience, tiens, je suis mal à l'aise, tiens, j'ai appris quelque chose, tiens, je vois que ça existe, et donc j'ai élargi un peu le cadre. La posture, c'est discipline et souplesse. Moi, je dis toujours l'agilité, en fait, c'est un art martial. C'est-à-dire souvent, les gens, on peut penser que l'agilité, c'est un peu, on va faire un peu comme on le sent, etc. Pas du tout. C'est extrêmement codé, c'est beaucoup de discipline. Et puis, d'un point de vue émotionnel, en fait, moi, il y a 3 émotions que je retrouve le plus souvent dans ces démarches. C'est le courage, parce que c'est une question de courage managérial d'aller là-dedans. La confiance, c'est-à-dire se faire confiance aux autres. Et puis l'humilité, parce que de toute façon, on va se tromper, on va faire des erreurs. Donc, il faut accepter ça. Voilà. Et puis donc, en conclusion, l'agilité organisationnelle, c'est tout simplement faire en sorte que chaque personne dans l'organisation ait la capacité en fait de ressentir les changements et d'y répondre de manière le plus autonome possible. Voilà ce qui conclut un petit peu cette introduction sur l'agilité organisationnelle. Merci beaucoup.